Imaginez une pièce remplie de 20 des avocats les plus chers de New York, diplômés des plus grandes universités, costumes à 5 000 $ et tous terrifiés. Ils n'avaient qu'une seule mission, trouver le piège dans un contrat de 200 millions de dollars avant que minuit ne sonne. Ils ont échoué. Le parrain de la mafia, en bout de table, était prêt à appuyer sur la détente au sens propre. Mais c'est alors qu'une serveuse payée au salaire minimum, une file que personne n'avait même regardée, a versé une tasse de café, s'est penchée sur le document à 1 milliard de dollars et a murmuré 8 mots qui ont tout changé. Ce n'est pas juste une histoire d'argent. C'est une histoire de pouvoir, de trahison et de la femme qui a mis le roi de la pègre à genoux. Voici l'histoire de Cassidy Miller. L'air dans le salon privé du Gilded Sturgeon avait un goût de fumée de cigare rassis et de peur. C'était le genre de peur qui avait une odeur distincte, âcre, comme du caoutchouc qui brûle. Alejandro Duca était assis en bout de la table en acajou. Il ne criait pas. Alessandro ne criait jamais. Crier, c'était pour les voyous des rues et les hommes qui ne possédaient pas le chef de la police. À 34 ans, Alejandro portait son silence comme une arme. Il tapotait simplement son index contre le bord en cristal de son verre de scotch. Clic, clic, clic. À sa droite était assis Giovanni, son conciliaire, un vieil homme qui avait servi le père d'Alessandro. À sa gauche et tout le long de la table étaient assis 20 hommes. C'étaient les meilleurs analystes de firme rivalisant avec Goldman Sachs, des experts comptables judiciaires débauchés du FBI et des avocats d'affaires dont le tarif horaire pouvait nourrir une famille de 4 personnes pendant 1 an. Ils transpiraient tous. « Parle-moi, Preston », dit doucement Alejandro. Sa voix était un baryton grave, suave, mais vibrant d'une intention mortelle. Preston, l'avocat principal, ajusta ses lunettes d'une main tremblante. « Monsieur Duca, nous avons examiné les documents d'acquisition des terminaux maritimes de Newark 3 fois. L'équipe de Harrison Bain a parfaitement brouillé les pistes. L'évaluation se tient. Les contrats syndicaux sont clean. Si vous ne signez pas avant minuit, l'accord expire et Bain vend la route logistique aux Russes. Je me fiche des Russes, dit Alejandro, les yeux sombres, balayant les papiers éparpillés sur la table. Ce qui m'importe, c'est ce pressentiment qui me dit que Harrison Bain ne cède pas une entrée de port stratégique pour 200 millions, à moins que ce ne soit une bombe emballée dans un joli ruban. C'est une acquisition standard, monsieur, intervint un autre cadre, un homme nommé Sterling. Les rapports environnementaux sont clairs. L'Agence de protection de l'environnement a donné son accord. Nous sécurisons le port. Nous contrôlons 40% du fret de l'Atlantique arrivant dans la région des 3 États. C'est clean. Alejandro se leva. La pièce devint silencieuse. Il se dirigea vers la fenêtre, regardant les rues de Manhattan trempées par la pluie en contrebas. La ville bougeait comme un organisme vivant, ignorant qu'une guerre se déroulait dans cette pièce. Harrison Bain a tué mon oncle pour une dette de jeu en 80 DUE, dit Alejandro à la fenêtre. C'est un serpent, et vous, 20 hommes avec vos diplômes de Harvard et vos résidences d'été dans les Hamptons, vous me dites qu'il joue franc jeu. Les chiffres ne mentent pas, Al, insista Sterling, de plus en plus désespéré. Nous avons fait les simulations. Si nous n'achetons pas, nous perdons le réseau de distribution. Nous perdons notre influence sur les syndicats de la construction. Nous devons signer. Alejandro se retourna. Il avait l'air fatigué, non pas d'un manque de sommeil, mais las de l'incompétence. La famille Duca avait passé 50 ans à légitimer ses affaires. Cet accord devait être l'étape finale, posséder la chaîne logistique si complètement qu'aucune enquête pour crime organisé ne pourrait jamais les toucher. Mais si Bain tendait un piège, cet accord ruinerait les avoirs légitimes de la famille et les laisserait exposés à des inculpations fédérales. « Vous avez 1 heure, dit Alejandro en vérifiant sa montre Patek Philippe. Trouvez la pilule empoisonnée, ou personne ne quittera cette pièce avec un emploi ou une langue. » Il se rassit. Les cadres s'agitèrent, brassant des papiers, tapant furieusement sur leurs ordinateurs portables, chuchotant d'un ton paniqué et feutré à propos de l'EBITDA et des calendriers d'amortissement. Ils cherchaient, mais ils ne voyaient pas. Ils regardaient l'encre. Ils ne regardaient pas l'histoire. Cassidy Miller ajusta son tablier, grimaçant légèrement lorsque le tissu frotta le bleu sur sa hanche, un souvenir du coin de sa minuscule table de cuisine à Queens. Elle prit une profonde inspiration, repoussant la douleur. Elle avait besoin de ce service. Elle avait besoin des pourboires.
Le traitement de dialyse de sa mère n'était pas couvert par leur assurance catastrophique et la facture posée sur son comptoir était d'un rouge vif, menaçant de passer au recouvrement. La table 4 a besoin d'être resservie. Le maître d'hôtel, un homme pompeux nommé Henry, lui lança sèchement. Et pour l'amour de Dieu, Cassidy, sois invisible. Ne leur parle pas à moins qu'on te parle. Ne les regarde pas dans les yeux. Ce sont des hommes compliqués. Je connais la chanson Henry, dit Cassidy, sa voix rauque par manque de sommeil. Elle prit la lourde cafetière en argent et le plateau de carafe d'eau fraîche. Elle entra dans le salon privé. Elle avait l'habitude d'être invisible. Elle avait été invisible toute sa vie. Invisible au lycée quand son père est allé en prison pour une pyramide de Ponzi qu'il n'avait pas commise. Invisible à l'université quand elle a dû abandonner son programme d'expertise comptable judiciaire. À 3 crédits du diplôme parce que l'argent avait manqué. Invisible maintenant, à 26 ans, un génie des chiffres qui nettoie des tables pour des hommes qu'il a pourboire en fonction de la longueur de sa jupe plutôt que de son service. Elle se déplaçait autour de la table comme un fantôme. Elle remplit un verre d'eau pour l'homme en sueur nommé Preston. Elle versa du café noir pour Sterling. Ils ne bronchèrent même pas. Pour eux, elle faisait partie du mobilier. Elle se dirigea vers le bout de la table. Alejandro Duca. Elle l'avait vu dans les tabloïds, généralement photographié à la sortie des palais de justice ou de galas avec des mannequins. En personne, il était plus terrifiant. Il dégageait une gravité froide et magnétique. Il fixait un document au centre de la table, le front plissé. Cassidy versa son eau. Ce faisant, ses yeux tombèrent sur le document qu'il regardait fixement. C'était un tableau des actifs, l'inventaire de la flotte maritime. C'était une liste de navires inclus dans la vente. Cassidy connaissait les navires. Son père avait été coordinateur logistique avant la chute. Elle savait que les navires, comme les voitures, avaient des numéros d'identification de véhicules, des numéros EMO. Elle savait aussi que Harrison Vane, le vendeur, était connu pour ses sociétés écrans offshore. Elle essaya de détourner le regard. « Ce ne sont pas mes affaires », se dit-elle. « Verse juste l'eau, prends le pourboire, rentre chez toi. » Mais son cerveau ne fonctionnait pas comme ça. Son cerveau était un piège à schéma. Elle vit la liste des navires, le Lady Vane, le North Star, l'Oyanis. À côté se trouvaient leurs chiffres d'évaluation et leur calendrier d'amortissement. Les avocats se disputaient sur les implications fiscales de l'Oyanis. L'amortissement de l'Oyanis permet une déduction de 12 millions, disait Preston, pointant son stylo coûteux sur la ligne. C'est un bouclier fiscal, Monsieur Duca. C'est une bonne chose. Cassidy fronça les sourcils. Elle regarda le numéro IMO listé à côté de l'Oyanis. IMO 871452. Elle marqua une pause. La cafetière resta suspendue en l'air. 871, ce préfixe. Elle se souvint d'avoir lu une étude de cas dans sa 2e année d'expertise comptable judiciaire. Ça parlait de fraude à l'assurance maritime. Les navires construits avant 1990 avaient des préfixes IMO différents dans certains registres. Le document listait l'Oyanis comme une construction de 2018, mais un préfixe 871 datait de la fin des années 80. Pourquoi listerait-il un vieux navire comme un nouveau, à moins que ce ne soit pas le navire qu'il vendait? Elle passa à la page suivante, qui était grande ouverte près de la main d'Alessandro. C'était le certificat de conformité environnementale. La date sur le certificat était le 14 octobre. Le cœur de Cassidy martela sa poitrine. Le 14 octobre. Elle regarda la fenêtre. La pluie s'abattait contre la vitre. Ne dit rien. Son instinct hurlait. Ces hommes tuent des gens. Mais ensuite, elle pensa au regard arrogant sur le visage de Sterling. Elle pensa à son père pourrissant dans une cellule parce qu'il avait signé un papier qu'il n'avait pas lu correctement. Elle pensa à la fraude de 200 millions de dollars sur le point de se produire. Elle remplit le verre d'Alejandro. Le certificat environnemental est valide, disait Sterling. Il respecte les normes de l'Agence de protection de l'environnement pour les 5 prochaines années. Alejandro se massa les tempes. Très bien. Si le certificat est clean et que le bouclier fiscal est réel, donnez-moi le stylo. Il tendait la main vers le stylo plume en or. Cassidy ne put s'en empêcher. L'injustice de la situation, la stupidité pure de ses costumes surpayés brisèrent son silence. « Il n'est pas clean », murmura-t-elle. Le silence qui suivit fut instantané et absolu. C'était comme si l'oxygène avait été aspiré de la pièce.
20 têtes se tournèrent brusquement vers elle. Henry, le maître d'hôtel qui rôdait près de la porte, semblait sur le point d'avoir une attaque. Alessandro Duca se figea. Sa main était à quelques centimètres du stylo. Il tourna lentement la tête, levant les yeux vers la serveuse debout à son coude. Pour la première fois, il la vit vraiment. Il vit le col effiloché de son uniforme, les ombres fatiguées sous ses yeux noisettes intelligents et la détermination de sa mâchoire. « Excusez-moi, » demanda Alejandro. Sa voix était dangereusement calme. « Sortez-la d'ici, » aboya Sterling en se levant. « Henry, pourquoi le personnel écoute-t-il des négociations privées? »« Attendez, » dit Alejandro. Il leva une main, faisant taire Sterling. Il tourna complètement sa chaise vers Cassidy. « Vous avez dit que ce n'est pas clean. Vous avez 10 secondes pour expliquer pourquoi vous avez interrompu une clôture de 200 millions de dollars avant que je ne vous fasse jeter par la fenêtre. » Les mains de Cassidy tremblaient, alors elle posa la cafetière sur la table avec un bruit sourd. Elle devait être stable. Elle devait traiter cela comme un examen. « Le certificat environnemental, » dit Cassidy, sa voix gagnant en force. « Il est daté du 14 octobre. » « Et alors, » ricana Preston, « c'était il y a 2 semaines. C'est à jour. » « Le 14 octobre, c'était le Columbus Day, » dit clairement Cassidy. Les bureaux fédéraux étaient fermés. L'Agence de protection de l'environnement n'émet pas de certificat daté les jours fériés fédéraux. C'est un faux. La pièce redevint complètement silencieuse. Alejandro regarda Preston. « Vérifie. » Preston se précipita sur son téléphone, ses doigts maladroits. « Je vérifie le calendrier fédéral. » Pendant que Preston paniquait, Cassidy ne s'arrêta pas. Elle pointa un doigt fin et colleux sur la liste des navires. « Et vous achetez l'Oyanis comme une nouvelle construction de 2018? » continua-t-elle, regardant directement dans les yeux sombres d'Alessandro. « Mais le numéro IMO commence par 871. C'est un préfixe de coque pour les navires immatriculés au Liberia entre 1985 et 1989. Vous n'achetez pas une nouvelle flotte, Monsieur Duca. Vous achetez de la ferraille repeinte pour ressembler à des actifs neufs. Si vous signez ça, vous prenez possession de navires de 30 ans qui ne respectent pas les normes d'émission actuelles. Au moment où le titre de propriété est transféré, l'Agence de protection de l'environnement vous infligera une amende de 10 000 $ par jour et par navire. Ce n'est pas un bouclier fiscal, c'est un passif de... Elle fit le calcul dans sa tête instantanément. 40 millions de dollars rien que la première année. Alejandro la dévisagea. Son visage était illisible. « Preston ?» demanda Alejandro, sans quitter Cassidy des yeux. Preston était devenu pâle, de la couleur de vieux flocons d'avoine. Le jour férié, elle a raison. Les bureaux de l'agence étaient fermés. Et le registre IMO, je suis en train de le consulter. Mon Dieu. Preston leva les yeux, terrifié. L'Oyanis a été démantelé dans un chantier naval au Bangladesh en 2021. C'est un navire fantôme. Il n'existe pas. La prise de conscience frappa la pièce comme un coup physique. « Ils ne nous vendent pas une entreprise, » murmura Giovanni, le visage cendré. « Ils nous vendent un cimetière. Et comme c'est un achat d'actions, pas un achat d'actifs, nous serions responsables de la fraude dès que nous signons. » Des accusations de fraude fédérale, marmonna Sterling, en s'enfonçant dans son fauteuil. Du crime organisé. Alejandro se renversa en arrière. La tension dans ses épaules s'évapora, remplacée par une fureur froide et calculatrice. Il regarda le contrat, puis le stylo. Il prit le stylo et le cassa en deux d'une seule main. L'encre coula sur la nappe blanche, la tachant de noir. 200 millions de dollars, dit Alejandro. Et la prison. Il regarda son équipe de 20 cadres. 20 d'entre vous, 5 millions de dollars par an d'honoraires. Et la fille qui sert le café vient de me sauver la vie. Il se leva. Il dominait Cassidy, mais il n'avait plus l'air menaçant. Il avait l'air intrigué. « Quel est votre nom? »« Cassidy, » dit-elle. « Cassidy Miller. »« Eh bien, Cassidy Miller, » dit Alejandro en fouillant dans la poche de sa veste. Il en sortit une carte de visite noire et élégante et une épaisse liasse de billets. Il détacha une pile de billets de 100, facilement 2000 $, et la posa sur son plateau. « Prenez le reste de la soirée. »« Je ne peux pas, » balbutia Cassidy. « Henry va me virer. » Alejandro regarda Henry qui tremblait près de la porte. « Henry, si vous la virez, j'achèterai cet immeuble et je le transformerai en parking. Est-ce que nous nous comprenons bien? » «
Oui, monsieur Ducas, parfaitement. Alejandro se retourna vers Cassidy. L'air entre eux crépitait. Ce n'était pas de la romance, pas encore. C'était une forme de reconnaissance. Un joueur en reconnaît un autre. Rentrez chez vous, Cassidy, dit-il doucement. Mais gardez votre téléphone allumé. J'aurai un travail pour vous demain matin. Un vrai. Il se tourna vers ses hommes. Sortez-les. Tous. Vous êtes virés. Sterling, laissez votre ordinateur portable. Giovanni, appelez la voiture. Nous allons rendre une petite visite à Harrison Vane. Cassidy attrapa son plateau et sortit de la pièce à reculons, le cœur battant à tout rompre. Elle venait de sauver une fortune à l'homme le plus dangereux de New York. Mais en entrant dans la cuisine, elle ne réalisa pas qu'en exposant la fraude, elle n'avait pas seulement sauvé Alejandro. Elle s'était mise une cible dans le dos. Harrison Vane ne serait pas content que son piège ait échoué, et il voudrait savoir exactement qui avait repéré la faille. Le lendemain matin, Cassidy ne fut pas réveillée par une alarme. Elle fut réveillée par des coups frappés à la porte de son appartement. Elle vivait dans un appartement sans ascenseur au 4e étage à Astoria, un endroit avec de la peinture qui s'écaille et des radiateurs qui cliquettent comme des tuyaux mourants. Elle enfila une robe de chambre, attrapant la bombe au poivre qu'elle gardait sur sa table de nuit. « Qui est-ce » cria-t-elle à travers le bois. « Giovanni » répondit une voix bourrue. Cassidy regarda à travers le Judas. C'était le vieil homme du restaurant. Derrière lui se tenaient 2 hommes qui semblaient taillés dans le granit. Elle ouvrit la porte, Litchard, laissant la chaîne de sécurité. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Monsieur Ducas nous envoie, » dit Giovanni. Il tenait une housse à vêtements et une maillette d'ordinateur portable noire et élégante. « Vous avez un entretien à 10 heures, mais d'abord, vous devez vous habiller en conséquence. »« Je n'ai pas accepté d'entretien, » dit Cassidy, bien que son cœur ait fait un petit bond de traître. « Mademoiselle Miller, » dit Giovanni, sa voix s'abaissant. « Monsieur Ducas n'est pas un homme qui demande 2 fois. De plus, il a réglé les frais du centre de dialyse de votre mère ce matin. Payé en totalité pour l'année prochaine. » Cassidy se figea. La chaîne lui glissa des mains. La porte s'ouvrit en grand. « Il a fait quoi? »« Il aime investir dans des actifs, » dit Giovanni avec un petit sourire rare. « Et il pense que vous êtes un actif sous-évalué. Habillez-vous. Nous allons à la Tour Vanguard. » 1 heure plus tard, Cassidy se tenait dans un bureau d'angle qui coûtait plus cher que tout son quartier. Elle portait le tailleur que Giovanni avait apporté, un blazer bleu marine et un pantalon parfaitement ajusté. Elle se sentait comme une imposture, mais elle ressemblait à un requin. Alessandro était derrière son bureau. Il avait l'air différent à la lumière du jour, moins comme un chef de la mafia, plus comme un PDG, mais le danger était toujours là, pas dans les lignes acérées de son visage. « Asseyez-vous, » dit-il, sans lever les yeux d'un dossier. Cassidy s'assit. « Vous avez payé les factures de ma mère. »« Pourquoi? »« Considérez ça comme une prime à la signature, » dit Alessandro. Il leva enfin les yeux, son regard se fixant sur le sien. « Je me suis renseigné sur vous, Cassidy, première de votre classe à Baroque avant d'abandonner. Tableau d'honneur, une mémoire photographique pour les chiffres. Pourquoi serviez-vous du café à des idiots? La vie arrive, » dit Cassidy sur la défensive. « Mon père s'est fait piéger. Nous avons tout perdu. J'ai dû travailler. Votre père a été condamné pour détournement de fonds chez Chaotic Logistics, » dit Alejandro. Il fit glisser un dossier sur le bureau. J'ai lu les transcriptions du tribunal. Il était innocent. Il était le bouc émissaire d'un partenaire qui a truqué les comptes. Cassidy sentit les larmes lui piquer les yeux. « Je le sais. Personne d'autre ne l'a cru. »« Je le crois, » dit Alejandro. « Parce que l'homme qui a piégé votre père est le même homme qui a essayé de me vendre ses navires fantômes hier soir. Harrison Vane. » La pièce tourna légèrement. « Vane, c'était le patron de mon père. Le monde est petit, » dit Alessandro d'un air sombre. « Vane a détruit votre famille. Maintenant, il essaie de détruire la mienne. Je veux lui faire du mal, Cassidy. Je veux prendre tout ce qu'il a. Mais je n'ai pas besoin de tireurs. J'en ai plein. J'ai besoin de quelqu'un qui peut voir les chiffres. J'ai besoin de quelqu'un qui peut trouver où il cache son argent pour que je puisse le voler. » Il se pencha en avant. « J'ai viré toute mon équipe d'acquisition hier soir. Je vous offre le poste, chef de l'audit interne. Le salaire est de 300 000 $ par an, plus les primes. » Cassidy le dévisagea. C'était un pacte avec le diable.
Elle savait qui était Alessandro. Elle savait ce que sa famille faisait. Mais Harrison Vane. Vane était la raison pour laquelle son père était mort d'une crise cardiaque en prison. Vane était la raison pour laquelle sa mère était malade de stress. J'accepte, dit Cassidy, mais j'ai des conditions. Alejandro haussa un sourcil. Vous négociez. Toujours, dit-elle, canalisant une confiance qu'elle ne ressentait pas. Je ne touche pas aux affaires illégales. Je ne veux rien savoir sur les drogues ou les armes. Je ne touche qu'aux activités logistiques légitimes. Et si je trouve l'argent de Vane, je veux 5% de tout ce que nous récupérons. Alejandro sourit. C'était un sourire sincère, un sourire qui transforma son visage, le rendant d'une beauté dévastatrice. Vous êtes gourmande, dit-il avec approbation. J'aime ça. Marché conclu. Il se leva et lui tendit la main. Cassidy la prit. Sa poignée était chaude et ferme. Bienvenue dans la famille, Cassidy. 3 semaines plus tard, Cassidy dirigeait le département. Elle n'était pas seulement bonne, elle était implacable. Elle a trouvé des redondances qui ont fait économiser des millions à l'entreprise. Elle a renégocié des contrats que les avocats précédents avaient été trop paresseux pour lire. Mais le principal objectif était Vane. Elle passait ses nuits au bureau, entourée de boîtes de documents déchiquetés que les hommes d'Alessandro avaient récupérés dans les poubelles de Vane. Elle reconstituait une piste papier. Il était 23 heures un mardi. Le bureau était sombre, à l'exception de sa lampe de bureau. Alejandro entra. Il tenait 2 boîtes de plats chinois à emporter. « Vous devez manger, dit-il, en posant les boîtes sur son bureau. « Je suis proche, Al, dit-elle, sans lever des yeux. Elle avait commencé à l'appeler Al. Il ne l'en avait pas empêché. « J'ai trouvé une société écran aux îles Caïmans, Blue Heron Holdings. Elle reçoit des virements mensuels d'une de vos propres filiales. » Alejandro se figea, ses baguettes à mi-chemin de sa bouche. « Ma filiale? Laquelle? » « Le chantier de réparation navale de Staten Island, » dit Cassidy. « Celui géré par... » Elle cliqua sur un fichier. « Sterling Rock. » Le visage d'Alejandro s'assombrit. « Sterling, je ne l'ai pas viré. Je l'ai gardé comme consultant parce qu'il connaissait les représentants syndicaux. Vous me dites qu'il paye Vane? »« Il détourne de l'argent, » dit Cassidy. « Il surfacture des réparations qui n'ont jamais lieu et envoie la différence à Blue Heron. Et devinez qui est le signataire de Blue Heron? » Elle tourna l'écran. Alejandro se pencha, son visage à quelques centimètres du sien. Elle pouvait sentir son eau de Cologne, bois de santal et tabac cher. Son souffle se coupa. Harrison Vane, lut Alejandro. Sterling a travaillé pour lui tout ce temps. C'est lui qui me poussait à signer le mauvais contrat au restaurant. Exactement, dit Cassidy. Il voulait que vous signiez pour que Vane puisse vous mettre en faillite et Sterling aurait probablement eu une part du paiement de l'assurance. Alessandro se redressa. La chaleur avait disparu de ses yeux, remplacée par l'instinct de tueur glacial qu'elle avait vu la première nuit. « Prenez votre manteau, dit-il. Où allons-nous? Nous allons avoir un entretien d'évaluation avec Sterling. »« Al, dit Cassidy, se levant et attrapant son bras. Ne le tuez pas. » Alessandro regarda sa main sur son bras. Il ne se dégagea pas. « Il m'a volé. Il m'a trahi pour mon ennemi. »« Si vous le tuez, la piste de l'argent disparaît, » argumenta Cassidy. « Il sait où Vane garde le reste. Utilisez-le. Faites-lui peur. Faites-en un agent double. Mais ne le tuez pas. Nous avons besoin de lui pour témoigner ou pour nous donner les codes d'accès. » Alejandro la regarda longuement. La rage dans ses yeux luttait contre la logique qu'elle lui offrait. « Vous êtes dangereuse, » murmura-t-il. « Vous pensez comme un gangster. »« Je pense comme une comptable, » corrigea-t-elle. « Les morts ne paient pas de dédommagement. » Alessandro soupira. « Très bien, on fait à votre façon. Mais vous restez dans la voiture. »« Non, » dit Cassidy. « J'ai trouvé la piste. Je veux le voir se tortiller. » La pluie s'était transformée en un déluge torrentiel au moment où le SUV noir de Giovanni dérapa sur le gravier des chantiers navals de Staten Island. Les projecteurs industriels bourdonnaient, projetant de longues ombres squelettiques sur les coques rouillées des navires en réparation. Sterling Rock était à l'intérieur d'un bureau préfabriqué surplombant l'eau. Il déchiquetait des documents. Quand la porte s'ouvrit d'un coup de pied, Sterling sursauta si fort qu'il renversa son scotch cher sur le sol. Alejandro entra, trempé, son manteau flottant comme une cape. Cassidy suivit,
son sac d'ordinateur portable serré contre sa poitrine, son cœur martelant ses côtes. « Alessandro » balbutia Sterling, reculant contre le destructeur de documents. « Je faisais juste un peu de classement tardif. »« Vous effaciez vos traces, » dit calmement Alejandro. Il se dirigea vers le bureau, ramassa un morceau de papier humide sur le sol et l'inspecta. « Mais vous êtes négligent, Sterling. Vous l'avez toujours été. »« Je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Cassidy, » dit Alejandro en s'écartant. Cassidy s'avança. Elle posa son ordinateur portable sur le bureau de Sterling et l'ouvrit. L'écran s'illumina d'un réseau complexe de virements bancaires. « J'ai retracé les numéros de routage, Sterling, » dit-elle, sa voix stable malgré l'adrénaline qui parcourait ses veines. « Vous avez mis en place un serveur miroir pour falsifier les factures de réparation. Vous avez facturé à l'entreprise 4,5 millions de dollars pour des révisions de moteurs sur des navires qui se trouvaient dans des chantiers de démolition. Puis vous avez acheminé l'argent via une société écran au Cayman, Blue Heron Holdings. » Le visage de Sterling devint blanc. « C'est circonstanciel. »« Ça s'aggrave, » continua Cassidy, prenant de l'ampleur. « J'ai trouvé la correspondance par email dans les journaux du serveur. Vous n'avez pas seulement volé de l'argent. Vous avez envoyé à Harrison Vane les horaires de sécurité pour le transport de la famille d'Alejandro. Vous lui avez dit où Alejandro serait jeudi dernier. » Le silence dans la caravane était assourdissant. Alejandro devint très immobile. Jeudi dernier, sa voiture avait été percutée par un camion. Il s'en était sorti avec des bleus, mais c'était une tentative d'assassinat. Alejandro regarda Sterling. « Tu as vendu ma vie pour de l'argent. »« Je n'avais pas le choix !» cria Sterling, craquant sous la pression. « Vane a des moyens de pression. Il a des photos, des dettes de jeu. Je ne pouvais pas payer. Il me possède. »« Al, dit-il, si je ne lui donnais pas les informations, il me tuerait. »« Alors, tu as décidé de le laisser me tuer à la place, » dit Alejandro. Il sortit une arme de son étui. C'était un Beretta noir mat. Sterling tomba à genoux, sanglotant. « S'il vous plaît, je peux vous aider. Je connais son prochain coup. »« Ne lui tire pas dessus, » dit sèchement Cassidy. Alejandro fit une pause, le doigt sur la gâchette. Il regarda Cassidy. « Donne-moi une seule raison. »« Parce qu'il est là pas, » dit Cassidy. Son esprit tournait plus vite qu'il ne l'avait jamais fait devant une feuille de calcul. Vane pense que Sterling est toujours loyal. Si vous le tuez, Vane sait que le jeu est terminé et il entre dans la clandestinité. Si nous gardons Sterling en vie, nous pouvons lui faire donner de fausses informations à Vane. Alejandro regarda l'homme en pleurs sur le sol, puis la femme féroce debout à côté de lui. Il baissa l'arme. « Tu as raison, » dit Alessandro. Il attrapa Sterling par le col et le releva. « Tu travailles pour nous maintenant. Tu vas appeler Vane. Tu vas lui dire que l'audit est clean. Tu vas lui dire que je baisse ma garde. »« Et ensuite, » gémit Sterling. « Et ensuite, » dit Cassidy, s'approchant, les yeux durs. « Tu vas nous dire où se trouve son grand livre de comptes. Parce qu'un homme comme Vane ne fait pas confiance aux banques. Il garde une trace physique. Où est-il? » Sterling hésita. Alejandro pressa le canon de l'arme contre la joue de Sterling. « Le penthouse, » haleta Sterling. « Le coffre-fort dans son penthouse à la tour Obsidian. Il est biométrique, mais les serveurs sont au sous-sol. Si vous pouvez accéder au réseau local, vous pouvez vider ses comptes avant même qu'il ne sache que vous êtes là. » Alejandro poussa Sterling sur une chaise. « Giovanni, surveille-le. S'il bouge, tire-lui dessus. » Alejandro attrapa la main de Cassidy. « Allons-y. »« Où? » »« À la tour Obsidian. On va voler un voleur. » Le trajet de retour vers Manhattan était électrique. Alejandro conduisait cette fois, sa main effleurant occasionnellement celle de Cassidy en changeant de vitesse. La tension entre eux était passée du respect professionnel à quelque chose de plus chaud, de plus dangereux. « Tu as été incroyable là-bas, » dit Alejandro, les yeux sur la route. « La plupart des gens se figent quand ils voient une arme. Toi, tu as commencé à négocier. »« J'ai grandi à Queens en esquivant les avis d'expulsion, » dit Cassidy avec un sourire fatigué. « La survie, c'est juste une question de calcul des probabilités. Et quelles sont nos chances ce soir? Si Sterling ne ment pas, 50-50. J'aime ses chances, sourit Alejandro. Ils arrivèrent à la tour Obsidian, le quartier général de Vane. C'était une forteresse de verre noir.
Alejandro gara la voiture à 2 pâtés de maison. Il attrapa une tablette et un petit appareil qui ressemblait à une clé USB dans la boîte à gants. C'est un outil de piratage localisé, expliqua Alejandro. Mes techniciens l'ont construit. Si tu peux le brancher sur le port du serveur au sous-sol, il te donnera un accès à distance au compte de Vane. J'irai au penthouse pour distraire Vane. Le distraire? Fronça les sourcils Cassidy. Il veut te tuer. Exactement. Il sera trop concentré sur sa jubilation pour remarquer que ses comptes en banque tombent à zéro. C'est du suicide, dit Cassidy en attrapant son bras. Alejandro se tourna vers elle dans la faible lumière du tableau de bord. Son expression s'adoucit. Il tendit la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. Ses doigts s'attardèrent sur sa mâchoire. « Je te fais confiance, Cassidy, » murmura-t-il. « Tu m'as sauvé une fois avec une phrase. Maintenant, sauve-moi avec tes compétences. Va au sous-sol. Vide ses comptes. Une fois que l'argent aura disparu, son pouvoir aura disparu. » Il se pencha et l'embrassa. C'était bref, désespéré, et ça avait le goût de la pluie et du danger. Quand il se retira, Cassidy se sentit étourdi. « Va, dit-il. » Cassidy attrapa l'appareil et courut vers l'entrée de service. Le sous-sol était un labyrinthe de tuyaux et de machines bourdonnantes. Cassidy trouva la porte de la salle des serveurs, verrouillée, bien sûr. Elle utilisa la carte-clé qu'Alessandro avait prise dans le portefeuille de Sterling. La lumière devint verte. Elle se glissa à l'intérieur. Des rangées de lumière bleue clignotaient dans l'obscurité. Il faisait froid. Elle trouva le terminal principal et brancha la clé USB. Ses doigts volèrent sur le clavier. Elle contourna le pare-feu en utilisant la porte dérobée que Sterling avait décrite. Accès autorisé. Elle vit tout. L'empire de Harrison Vane. Des centaines de millions de dollars, tous sales, tous dormants sur des comptes offshore. « D'accord, Vane, marmonna-t-elle. Voyons comment tu aimes être fauché. » Elle lança le protocole de transfert. Elle acheminait l'argent vers un compte de dépôt contrôlé par le FBI, une information anonyme qu'elle avait mise en place. Elle ne volait pas l'argent pour Alejandro. Elle le donnait aux fédéraux. C'était le seul moyen de mettre fin à cela légalement. Transfert 10%, 20%. Soudain, les lumières de la salle des serveurs devinrent rouges. Une sirène retentit. Piège. La porte derrière elle s'ouvrit dans un sifflement. Cassidy se retourna. Ce n'était pas la sécurité qui se tenait là. C'était Harrison Vane lui-même. C'était un homme grand et squelettique avec des yeux de glace. Il tenait un pistolet et il souriait. Derrière lui se tenaient 2 gardes du corps massif. « Pensiez-vous vraiment que Sterling ne m'avait pas appelé à la seconde où vous avez quitté la pièce? » demanda Vane doucement. « Sterling est un lâche, mademoiselle Miller. Il joue sur les 2 tableaux. » Cassidy recula contre les serveurs. « Où est Alejandro? » « Monsieur Duca est actuellement dans l'ascenseur, que j'ai immobilisé entre le 40e et le 41e étage. » Ricana Vane. « Il est piégé dans une boîte en métal et je vais la faire tomber. Mais d'abord, vous. » Il s'approcha, jetant un coup d'œil à l'écran. « Essayez de voler ma fortune, ambitieux pour une serveuse. »« Je ne suis pas une serveuse, » cracha Cassidy. « Je suis l'auditrice. »« Vous êtes une affaire à régler, » dit Vane. Il leva l'arme. « Arrêtez le transfert. » Cassidy regarda l'écran. « Transfert 45%. » Elle regarda Vane. Si elle l'arrêtait, il la tuerait de toute façon. Si elle le laissait finir, il la tuerait, mais il serait ruiné. « Non, dit-elle. Les yeux de Vane se plissèrent. « Je ne pense pas que vous compreniez. Je vais vous tuer, puis je vais faire tomber l'ascenseur de votre petit ami. »« Si vous me tirez dessus, dit Cassidy, sa voix tremblante mais forte, ma main quitte le clavier. C'est un interrupteur de l'homme mort. Si je n'entre pas un code toutes les 10 secondes, le système se verrouille et supprime les clés de cryptage. Vous perdez l'argent pour toujours. » C'était un mensonge, un bluff, mais c'était un bluff sophistiqué. Vane hésita. La cupidité était sa faiblesse. « Vous mentez. »« Vraiment? Regardez le code à l'écran. Séquence d'autodestruction prête. » Elle pointa une ligne de commande aléatoire. Vane baissa légèrement l'arme, plissant les yeux vers l'écran. C'était le moment. La cage d'ascenseur résonna d'un énorme fracas. Vane tressaillit. Qu'est-ce que c'était? Soudain, la grille de ventilation au plafond de la salle des serveurs fut projetée. Une forme sombre tomba du plafond, atterrissant accroupi entre Vane et Cassidy. C'était Alejandro.
Il était couvert de graisse, son costume déchiré, saignant d'une coupure sur le front. Il était sorti de la trappe de l'ascenseur et avait glissé le long des câbles. « Al! » cria Cassidy. Alejandro ne parla pas, il bougea. Il plaqua Vane avant que l'homme plus âgé ne puisse lever son arme. Les deux gardes du corps se jetèrent sur lui, mais Alessandro était un tourbillon de rage. Il cassa le nez du premier garde d'un coup de coude et faucha les jambes du second. L'arme glissa sur le sol. Elle glissa jusqu'au pied de Cassidy. Vane se précipita pour attraper une arme de secours dans son étui de cheville. Alessandro se battait avec les gardes. Cassidy ramassa l'arme. Ses mains tremblaient. Elle n'avait jamais tenu d'arme auparavant. C'était lourd. Vane sortit un couteau et se jeta sur le dos exposé d'Alejandro. « Al! » cria Cassidy. Elle visa. Elle ne ferma pas les yeux. Elle calcula la trajectoire. Bang! La balle n'a pas touché Vane. Elle a touché le tuyau d'extinction d'incendie juste au-dessus de sa tête. Un jet de mousse chimique à haute pression et d'eau glacée explosa vers le bas, projetant Vane au sol et l'aveuglant. Alejandro profita de la distraction. Il asséna un crochet du droit brutal à la mâchoire de Vane, le mettant KO. Le silence revint dans la pièce, à l'exception du sifflement du tuyau cassé. Alejandro se leva, respirant difficilement. Il regarda Cassidy. Elle tenait toujours l'arme, la pointant vers le sol. « Tu l'as manqué » haleta Alejandro, essuyant le sang de son œil. « Je ne manque jamais ma cible » dit Cassidy, laissant tomber l'arme et montrant l'écran. « Transfert terminé. J'avais besoin de lui vivant pour qu'il aille en prison, dit-elle. Mais j'avais d'abord besoin qu'il soit fauché. » Alejandro regarda l'écran. Solde, 0. Il la regarda à nouveau, l'admiration peinte sur son visage. Il s'approcha, enjamba le corps inconscient de Harrison Vane et la prit dans ses bras. « Rappelle-moi de ne jamais t'énerver, » murmura-t-il dans ses cheveux. Le silence dans la salle des serveurs de la tour Obsidian était plus lourd que les coupes de feu ne l'avaient été. Harrison Vane était ligoté, inconscient et affalé contre une rangée de disques durs bourdonnants. La mousse d'extinction commençait à se dissoudre, laissant un résidu chimique glissant sur le sol. Cassidy s'appuya contre le métal froid de la baie de serveur, ses genoux cédant enfin. L'adrénaline qu'il avait alimentée pendant les dernières 48 heures s'écoulait, la laissant tremblante. Alejandro ne parla pas. Il s'approcha d'elle, ses chaussures en cuir italien faisant un bruit de succion sur le sol mouillé. Il avait l'air d'une épave. Son costume sur mesure était ruiné. Une coupure au-dessus de son œil saignait lentement et ses jointures étaient meurtries de violet. Mais à ce moment-là, Cassidy pensa qu'il ressemblait à un dieu de la guerre. Il s'arrêta devant elle. Il ne la toucha pas immédiatement. Il la regarda simplement, scrutant son visage comme pour vérifier les fissures d'un diamant. « Tu n'as pas fui, dit-il, la voix rauque. « J'avais un travail à faire, murmura Cassidy. Le transfert devait se terminer. »« Tu aurais pu mourir, Cassidy. Pour de l'argent. Pour mon argent. »« Pas pour l'argent, le corrigea-t-elle, sa voix retrouvant une fraction de son acier habituel. « Pour la victoire. Je voulais le battre. Pour mon père. » L'expression d'Alejandro se brisa. Le masque froid du parrain se fendit, révélant l'homme en dessous. Il tendit la main, lui prenant de la joue. Son pouce effaça une tache de graisse sur sa mâchoire. « Tu l'as battu, » dit doucement Alejandro. « Tu l'as détruit sans appuyer sur une gâchette. Tu es la créature la plus terrifiante que j'ai jamais rencontrée. » Les sirènes commencèrent à hurler au loin. Les unités du FBI que Cassidy avait alertées se rapprochaient. « Nous devons partir, » dit Alejandro, reprenant son rôle de commandant. « Sterling est déjà en train de chanter pour les autorités. Vane est un cadeau tout emballé. Si nous restons, nous devrons répondre à des questions auxquelles je ne veux pas répondre. »« Je ne peux pas simplement partir, » dit Cassidy. « Je suis l'auditrice. Je suis le témoin. »« Tu n'es ni l'un ni l'autre, » dit Alejandro en lui prenant la main. « Ce soir, tu es un fantôme. Demain, tu es la PDG. Laissons les fédéraux s'attribuer le mérite. Nous prenons l'Empire. » 90 jours plus tard, la transition de la pègre au monde des affaires ne fut pas une route facile. C'était une falaise. Pendant les 3 premiers mois, Cassidy vit à peine l'intérieur de son appartement. Elle vivait à la Tour Vanguard. Alejandro lui avait donné carte blanche pour assainir l'Empire Duca. Il appelait ça la Grande Purge. Il ne s'agissait pas seulement d'équilibrer les comptes. Il s'agissait de changer une culture. Un mardi pluvieux de novembre, Cassidy entra dans la salle de conférence principale.
L'atmosphère était hostile. Assis autour de la table se trouvaient 12 hommes, des chefs de clan, des leaders syndicaux et des partenaires de longue date qui avaient travaillé pour le père d'Alejandro. C'étaient des hommes qui résolvaient les problèmes avec des barres de plomb, pas des feuilles de calcul. Ils regardaient Cassidy avec un mélange d'ennui et de dédain. Pour eux, elle était toujours la fille du café avec qui Alessandro couchait. Cassidy jeta un lourd classeur sur la table. Le bruit sourd résonna dans la pièce. Messieurs, commença-t-elle en restant debout, j'ai examiné les coûts opérationnels de la flotte de camions du sud du Jersey. On n'a pas besoin d'une leçon de maths, ma belle, grogna un homme nommé Rocco. Il avait le cou épais et portait une chevalière de la taille d'une noix. On gère les camions comme on gère les camions. On prend notre part. On paye les chauffeurs en liquide. C'est comme ça que ça marche. Alejandro était assis en bout de table, penché en arrière sur sa chaise, observant. Il n'intervint pas. C'était le test de Cassidy. Cassidy tourna son regard noisette froid vers Rocco. Elle ne s'y a pas. Rocco, tu détournes 12% du budget de carburant, dit-elle. Tu penses à être malin parce que tu le caches dans le registre de maintenance sous la rubrique remplacement de pneus. Mais j'ai vérifié le kilométrage. À moins que tes camions ne roulent sur du papier de verre, tu dépenses 3 fois la moyenne de l'industrie en pneus. Rocco devint rouge. Écoute-moi bien. Non, toi, écoute-moi, l'interrompit Cassidy, sa voix baissant d'un octave. Ton détournement de 12% t'a rapporté 40 000 $ le mois dernier. Mais parce que tu truques les comptes, nous ne pouvons pas réclamer des crédits d'impôt sur le carburant. Tu as coûté à la famille 200 000 $ de remboursement d'impôts pour voler 40 000 pour toi. La pièce devint mortellement silencieuse. Tu n'es pas un gangster, Rocco, dit Cassidy en se penchant sur la table. Tu es un mauvais investissement et je te liquide. Elle jeta un paquet de papiers vers lui. Tu es viré. La sécurité va te raccompagner. Si tu essaies de contacter l'un des chauffeurs, le fisc recevra une copie de tes déclarations de revenus personnels que j'ai également préparées. Et Rocco, elles ne sont pas jolies. Rocco regarda Alejandro implorant de l'aide. Patron, tu vas laisser une jupe me parler comme ça? Alejandro prit une lente gorgée de son expresso. Il sourit, mais ça n'atteignit pas ses yeux. Rocco, elle vient de me faire économiser 160 000 $ en 2 minutes. Si elle te dit de partir, tu pars, avant qu'elle ne décide d'auditer ta pension. Rocco partit. Après que la porte se soit refermée, les 11 hommes restants se redressèrent. Ils boutonnèrent leurs vestes, ils ouvrirent leurs carnets. Maintenant, dit Cassidy en lissant sa jupe, discutons de l'inventaire de l'entrepôt. Malgré les victoires professionnelles, l'espace entre Cassidy et Alessandro restait indéfini. Ils étaient partenaires de guerre, partenaires en affaires. Mais la nuit, il y avait une hésitation. C'était fin décembre. La ville était saupoudrée de neige. Cassidy était dans son bureau, fixant les lumières de Manhattan. L'acquisition des actifs de Harrison Vane était finalisée. Duca Logistics était désormais le plus grand conglomérat de transport de la côte Est. Légitime, clean, intouchable. Mais Cassidy se sentait vide. La porte s'ouvrit. Alejandro entra. Il tenait 2 verres en cristal et une bouteille de Bordeaux millésimée. « Tu fais ça toute seule? » demanda-t-il. « Je réfléchis, c'est tout, » dit Cassidy en tournant sa chaise. « On l'a fait, Al. 20 purges une peine de 20 ans. Le nom de mon père est blanchi dans la presse. L'action est à un niveau record. » Et pourtant, dit Alejandro en versant le vin, tu as l'air d'attendre que le ciel te tombe sur la tête. J'attends, Mom. J'attends que tu t'ennuies, admit Cassidy. La vulnérabilité lui brûla la gorge, mais elle était trop fatiguée pour mentir. J'étais l'outil dont tu avais besoin pour redresser l'entreprise. Le travail est fait. L'entreprise est redressée. Habituellement, quand un consultant termine un travail, il reçoit un chèque et une poignée de main. Alejandro posa le vin. Il contourna le bureau, envahissant son espace personnel. L'air entre eux crépita, chargé de 6 mois de non-dit. « C'est ce que tu penses être ?» demanda-t-il doucement. « Une consultante. »« Je ne sais pas ce que je suis, » murmura Cassidy. « Je sais que j'étais une serveuse, puis j'ai été une arme. Maintenant, je ne sais pas. » Alessandro tendit la main et prit la sienne. Il ne la tira pas vers lui. Il tenait juste ses doigts, traçant les lignes de vie sur sa paume. « Mon père m'a dit que la confiance est une monnaie, » dit Alejandro. « Tu la dépenses, et une fois qu'elle est partie,
Tu ne la récupères jamais. J'ai passé ma vie entouré d'hommes qui m'embrasseraient de la bague, puis me vendraient au FBI pour une peine réduite. 20 cadres dans cette pièce, Cassidy. 20 hommes que je payais des millions, et ils m'ont regardé marcher dans un piège. Il s'approcha, ses jambes frôlant ses genoux. Tu as été la seule à voir la vérité. Tu as été la seule à parler. Tu as sauvé ma fortune. Oui, tu m'as sauvé la vie. Oui, mais Cassidy, tu as sauvé mon âme. Tu as transformé un empire criminel en quelque chose que je peux être fier de laisser à mes enfants. Le souffle de Cassidy se coupa. Des enfants. Éventuellement, sourit Alessandro. L'obscurité dans ses yeux fut remplacée par de la chaleur. Mais d'abord, j'ai un dernier accord à conclure. Il vérifia sa montre. Rentre chez toi, habille-toi, la voiture viendra te chercher dans 2 heures. Où allons-nous? Retournez là où tout a commencé. Le restaurant était vide. Alejandro l'avait acheté il y a 3 mois, mais il n'avait rien changé. Les rideaux de velours étaient toujours lourds et rouges, les lustres dégoulinaient toujours de cristal. Mais ce soir, il n'y avait pas de maître d'hôtel, pas de serveur terrifié, pas de fumée. Il y avait juste une table dressée au centre de la pièce. La lueur des bougies vacillait sur les murs en acajou. Cassidy entra, vêtue d'une robe d'argent liquide, un contraste frappant avec l'uniforme taché qu'elle portait la nuit de leur rencontre. Elle sentait les fantômes de son ancien moi dans cette pièce. Elle se souvenait de la douleur dans ses pieds, de la peur de renverser du café, de l'invisibilité. Alejandro se tenait près de la table. Il portait un smoking, classique et élégant. Il ressemblait au prince de New York. Il tira sa chaise. Mademoiselle Miller. Monsieur Duca. Ils s'assirent. Le dîner fut servi par le chef cuisinier lui-même, terrifié de les interrompre. Ils mangèrent dans une intimité confortable, ne parlant pas d'affaires, mais de tout le reste. Ils parlèrent de sa mère, qui était maintenant en bonne santé et vivait dans un appartement en Floride. Ils parlèrent de l'enfance d'Alessandro, grandissant dans l'ombre de la mafia. Quand les assiettes furent débarrassées, Alejandro versa 2 coupes de champagne. « J'ai une présentation, dit-il. » Cassidy rit. « S'il te plaît, dis-moi que tu n'as pas apporté de PowerPoint. » Mieux. Il attrapa sous la table un unique document relié en cuir. Il le fit glisser sur la table. Cassidy l'ouvrit. C'était un acte de propriété. Ce n'était pas pour un navire, ce n'était pas pour un entrepôt, c'était pour le Gilded Sturgeon. J'ai transféré le titre à ton nom ce matin, dit Alejandro. Tu possèdes l'immeuble, tu possèdes le terrain, tu possèdes le restaurant. Cassidy fixa le papier. Pourquoi? Parce que c'est ici que tu t'es sentie petite, dit Alessandro intensément. Je veux que tu possèdes les endroits qui t'ont fait te sentir petite. Je veux que tu entres ici et que tu saches que tu es la reine de ce royaume. Des larmes piquèrent les yeux de Cassidy. C'était le geste le plus étrangement romantique qu'elle aurait pu imaginer. Mais il y a une clause, ajouta Alessandro. Il y a toujours une clause. Elle essuya une larme en souriant. Qu'est-ce que c'est? Tourne à la dernière page. Cassidy tourna la page épaisse. Il n'y avait pas de jargon juridique sur la dernière page. Il y avait juste une petite boîte en velours collée au centre du document. Son cœur martela si fort contre ses côtes qu'elle pensa qu'il pourrait en être meurtri. Avec des doigts tremblants, elle détacha la boîte et l'ouvrit. Le diamant était massif, une taille émeraude, impeccable, monté sur du platine. Il capta la lueur des bougies et la fractura en 1000 arcs-en-ciel. C'était un feu froid. Alejandro se leva. Il se dirigea vers son côté de la table et posa un genou à terre. L'homme qui ne s'agenouillait pour personne. L'homme qui faisait plier les maires et les chefs de police. Il était à genoux sur le parquet. « Cassidy, dit-il, sa voix n'était plus suave maintenant. Elle était brute. J'ai analysé le risque. J'ai fait les projections. La vie sans toi est un déficit que je ne peux pas supporter. Tu es mon plus grand atout, ma seule partenaire et l'amour de ma vie. » Il prit la bague de la boîte. « Je ne veux pas une fusion, dit-il. Je veux un contrat à vie, sans stratégie de sortie, sans clause échappatoire, juste toi et moi jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. » Il leva les yeux vers elle, ses yeux sombres brillants. « Cassidy Miller, veux-tu m'épouser? » Cassidy regarda l'homme qui l'avait sorti de l'ombre. Elle regarda la bague. Elle regarda le restaurant qu'elle possédait maintenant. Elle réalisa qu'elle ne lui avait pas seulement sauvé 200 millions de dollars. Elle avait trouvé la seule chose au monde qui ne pouvait pas être quantifiée. « Oui, » murmura-t-elle, puis plus fort.
Oui, absolument. Alejandro glissa la bague à son doigt. Elle lui allait comme si elle avait été faite pour sa main seule. Il se leva et l'attira dans un baiser qui fit se dissoudre le reste du monde. C'était un baiser de promesse, de passion et de victoire. Quand ils se séparèrent enfin à bout de souffle, Cassidy posa son front contre sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur battre, fort, régulier, et le sien. Tu sais, murmura-t-elle, le regardant avec une lueur malicieuse dans les yeux. Puisque je possède le restaurant maintenant, je vais devoir instituer de nouvelles règles. Oh. Alejandro haussa un sourcil, ses mains reposant sur sa taille. Comme quoi? Règle numéro 1, dit Cassidy en souriant. Le café est gratuit pour la patronne, mais les conseils, ça va te coûter. Donne ton prix, la défia Alejandro. Cassidy l'embrassa à nouveau, souriant contre ses lèvres. Je veux 50% de l'entreprise. Alejandro rit, un son riche et profond qui remplit la pièce vide. Marché conclu, dit-il. Tu possèdes déjà 100% du propriétaire de toute façon. Et c'est ainsi que Cassidy Miller est passée de servir du café à diriger un empire. Elle a prouvé que dans un monde de muscles et de violence, l'arme la plus tranchante est toujours l'esprit. Harrison Vane purge actuellement une peine de 20 ans dans une prison fédérale. Et quant à Alessandro et Cassidy, eh bien, disons simplement qu'ils sont le couple de pouvoir ultime. Si vous avez aimé cette histoire de trahison, d'intelligence et de romance à haut risque, explosez ce bouton j'aime tout de suite. Cela aide la chaîne à vous proposer plus d'histoires comme celle-ci. Qu'auriez-vous fait si vous aviez vu cette erreur dans le contrat? Auriez-vous parlé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer notre prochaine saga. À la prochaine fois. Cloche.